Bonjour à tous, cette semaine on va vous proposer une émission sans concession un peu particulière. On est devant chez Yamaha, Patrick Ponce, Grande Armée. C'est ici que tout a commencé, l'aventure sans concession. On a fêté notre premier anniversaire ce week-end. Pour fêter cet anniversaire, l'équipe de Sans Concession était réunie pour la projection du documentaire Un motard, une histoire. Un motard, une histoire, le principe c'est simple, c'est aller à la découverte d'un motard, d'un pilote ou d'un acteur de la moto et de découvrir un peu les coulisses de ce qui se passe dans la vie de ce motard. Donc ce sont des documentaires qu'on vous proposera bientôt sur la chaîne Sans Concession. En attendant, on regarde quelques extraits du documentaire consacré à Éric de Seine et puis de celui consacré à Christian Saron. Pour moi, le déclic, c'est vraiment lorsqu'on était ici en Normandie, où il y avait un samedi soir, il ne fallait pas le rater, où papa venait avec sa BM et où il y avait moyen de négocier un tour sur le réservoir. Et moi, j'ai des souvenirs en pyjama, machin, à tenir le guidon. Et c'est là où j'ai l'image du voyant rouge de charge de batterie, du voyant vert de point mort, la molette de direction et la magie, quoi. Toi, ta relation avec Patrick Ponce, elle n'a jamais souffert de votre rivalité interne parce qu'un coéquipier, c'est quand même le rival le plus proche. Oui. Alors, c'est cette chance dont je parle, que j'ai eue, d'avoir quelqu'un, Patrick, qui avait un état d'esprit qui était noble dans la course. C'est-à-dire c'était la course pour rechercher ses limites, dépasser ses limites. Moi, il se trouve que c'était la même chose, mais voilà, on s'est retrouvés côte à côte. En plus, on était curieux, donc on voyageait dans des Grands Prix, dans des pays qu'on ne connaissait pas, enfin que je ne connaissais pas, et on essayait de découvrir, de voir d'autres choses que la course à côté. En plus, on avait des mêmes passions, des mêmes goûts, on faisait du jogging ensemble, du tennis ensemble, on faisait plein de choses, quoi, nos vacances ensemble même. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, Patrick me disait, je m'en souviens bien, on a une chance incroyable, on vit notre passion, on vit quelque chose de formidable. C'est dangereux, parce qu'à l'époque, la course était très dangereuse. Et Patrick me disait, on ne va pas mettre de l'argent de côté parce qu'on n'aura pas de retraite, hein. On va rester là en cours de route. C'est-à-dire qu'il savait que de toute façon, voilà, ça s'arrêterait sur un accident, sur une chute. Il le savait. Et moi, j'en étais persuadé aussi. On reste sur l'avenue de la moto à Paris, cette fois devant chez Triomphe, puisque des Triumphes, il y en a dans le reportage qu'on va vous proposer. C'est un reportage sur le dirt track réalisé par Emmanuel Dacier. Sans Concession y était. On a interviewé des pilotes d'anciennes Triumph. On s'est éclaté. On regarde ça tout de suite. Ce phénomène-là, un peu de dirt, pourquoi ça arrive? Comment ça se fait? Il y a une question de mode, ça correspond au vintage, hein. Les motos, le style des motos, et puis c'est une discipline pas chère, quoi. Là, on travaille l'équilibre, le dosage des gaz, les appuis, le regard, ça fait déjà pas mal quand même, hein. Ouais. Il n'y a pas de frein en dirt? Il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin? Il n'y en a pas besoin, de toute façon, il n'y a qu'une solution. Si tu ne veux pas finir dans la palissade, c'est faut accélérer. Voilà. Ouais. J'espère que c'est une mode qui va rester encore longtemps. Et puis au niveau de la discipline, ça apporte plein de choses. Je veux dire, Kenny Roberts, il a été champion du monde en faisant du dirt. Schwanz, René, Kosinski, Lawson, voilà, ils ont tous été champions du monde. Et Marquez, il fait quoi? Et Valentino, ils font quoi? Donc voilà, quoi. Je veux dire, forcément, ils font tous ça, quoi.
fait pratiquement 20 ans de motocross. Donc du coup, début 2012, je me suis dit, allez, on va une petite saison flat track, on verra ce que ça donne. Et à l'époque, le flat, c'était pas du tout médiatisé, encore moins connu du grand public, on va dire. Et j'ai été piqué et j'ai pas lâché, quoi. J'ai pas lâché. Du coup, 4 fois champion de France. Ouais. Donc 2015, 2016, 2017, 2018. Les gens ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais quoi? Mais pourquoi t'as arrêté le cross pour aller tourner en rond sur des anneaux et tout ça? Et là, il y a le Super Prestigio qui est arrivé. On a vu Valentino Rossi, des images orange et tout ça. Il y a des grosses marques comme Indian qui sont revenues aux États-Unis, des gros sponsors comme Rockstar, Monster qui commençaient à sponsoriser des pilotes. Sans le vouloir, je suis arrivé un peu en avance par rapport aux autres, quoi. Franck, le dirt track pour toi ça remonte à quand? J'ai commencé assez tardivement, j'ai fait quelques essais en Angleterre et j'ai été instantanément piqué par le truc. Du coup j'ai décidé de modifier complètement ma moto pour vraiment la rendre compétitive pour cette discipline et j'ai commencé ma première course au championnat anglais en 2014. Depuis t'es devenu champion? J'ai gagné en 2014. C'est la catégorie vintage du DTRA, c'est ça? Alors en championnat anglais, ouais, c'est la catégorie vintage du DTRA. Ouais. Ta moto, tu nous expliques un petit peu? Ma moto, c'est un peu particulier parce que c'est la toute première moto que j'ai faite de ma vie. Donc c'est un cadre Rickman, un moteur T100 de 1951, donc une boîte de BSA Goldstar. Après tout ce qui est suspension, c'est fait par Seriani. Atelier Châteauquine, ça fonctionne depuis quand? L'atelier a été créé par mon père en 1972. Mon père bossait chez Norton avant, puis il a décidé de créer l'atelier donc en 72 et voilà, puis on est toujours là. Le flat, ça occupe quoi? Quelle place dans ta vie? Le flat track, c'est le week-end avec les potes, c'est en compétition aussi pour Franck surtout. Moi, je l'ai suivi en compétition au début et je trouvais ça important moi essayer. Et en fait, je me suis pris au jeu et après, c'était un virus. Et après, j'ai continué. Et puis un jour, Ducati m'a appelé et m'a proposé de rouler avec leur machine. Ça, c'était pour El Rollo au mois de juin dernier. Et ça a été perçu comment au début Mal. dans ton entourage? Mal. Après. Dans ma famille, personne ne fait de moto, mon père, ma mère, personne ne connaît rien à ça. Je suis un espèce d'extraterrestre pour tout le monde. Alors oui, c'est plus accepté parce qu'ils voient que je suis heureuse avec ça. Du coup, ça passe plutôt bien. Le flat ou le dirt, on dit quoi? Écoute, tu peux dire un peu ce que tu veux, dirt track, flat track, le terme le plus général, c'est flat track. Voilà, parce que dirt track, tu te restreins au circuit essentiellement constitué de terre, alors qu'il y a des courses qui se font sur du béton avec du sirop, il y a des courses qui se font sur du goudron aussi, enfin même chez nous, c'est sur la terre quand même. En France, ça vient ou pas? Bah écoute, en France, moi en vrai j'y croyais pas trop. Et puis bah il y a une bande de gars locaux d'ici là, des Lyonnais là, donc Sébastien Gérodias et Domis qui se sont mis à mettre en place ce truc de Vintage Racing Spirit, qu'on fait d'abord des entraînements et ils sont en train de proprement développer ça quoi. Explique-nous ta moto, c'est quoi? Alors ma moto c'est une moto typique, c'est une vraie moto de flat track des années 70 telle qu'ils les faisaient aux US. Dans ces cadres-là, tu pouvais monter tout un tas de trucs, des deux temps japonais et tout, mais c'est vrai qu'en général, souvent c'était quand même des anglaises. C'était des bicylindres anglais. Ça c'est une Triumph. Ça. Et ça c'est un T140 de 75, donc c'est un 750 Triumph.
Vintage Racing Spirit, quelqu'un peut-il m'expliquer ce que c'est? Oui, on peut. Avec Demis, en fait, on a monté l'association il y a un peu plus de 3 ans maintenant. En fait, on est parti du constat que nous, on avait envie d'essayer le flat track. Ça faisait un moment qu'on voulait faire ça. On avait pris un kiff de fou avec des motos, mais pas du tout adaptées à rien. Et du coup, on s'est dit, je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens comme nous qui aimeraient bien essayer, mais qui ne savent pas comment faire. Et donc on a lancé l'idée de monter cette association en proposant des roulages ouverts à peu près à tout le monde, avec quelques petites contraintes obligatoires, mais qui sont vraiment minimes. Et puis voilà, et puis on a lancé ça il y a 3 ans avec seulement des roulages, 3 roulages par an. Du coup, on a aussi été prestataire pour le salon du 2 roues à Lyon et au Café Racer Festival. D'accord. Où on avait mis en place des pistes éphémères pour faire découvrir aussi la discipline. L'idée, c'est de se retrouver comme une petite famille, on se connaît quasiment tous, voilà, et de se tirer la bourre entre potes, quoi. C'est vraiment l'état d'esprit. D'avoir un groupe de gars qui kiffent la moto, qui se font plaisir ensemble et avec une bonne ambiance, quoi. C'est très important. Chaque année, il y a plein de nouvelles personnes qui s'y intéressent. Même au niveau des marques, que ce soit de motos, d'accessoires, etc. On sent qu'il y a vraiment une émulation en ce moment et que c'est quelque chose qui tente à se développer et à intéresser beaucoup de monde. On reste encore avenue de la Grande Armée, cette fois devant chez Honda, puisque c'est avec notre partenaire, un autre partenaire, Motor One Ride, cette fois, qu'on a fait un autre reportage sous forme d'essai. C'est la nouvelle Honda Africa Twin Adventure Sport que j'ai essayé en région lyonnaise. En pleine période de Dakar, Motor One Ride s'est penché sur une moto emblématique au guidon de laquelle on peut légitimement hésiter entre routes bien revêtues et petits sentiers caillouteux. On aimait déjà l'Africa Twin dans sa version rouge, on adore cette version Adventure Sport dans son coloris tricolore. 30 ans après, c'est un hommage à la version déjà nommée Adventure Sport de 88 avec un cadre peint en blanc et une déco identique. D'entrée de jeu, elle impressionne avec ses tubes en acier de protection qui élargissent la moto, en particulier autour de l'énorme réservoir qui passe à plus de 24 litres et qui promet plus de 500 km d'autonomie. Plus volumineuse, elle est aussi plus haute de 5 cm par rapport à la CRF 1000 de base en raison des débattements de suspension plus importants. Et elle pèse tout de même la bagatelle de 243 kg dans sa version boîte mécanique. Il faut compter encore 10 kg de plus dans la version DCT de notre essai. Autant dire qu'on s'est préparé psychologiquement à enfourcher la bête et que chaque demi-tour se réfléchit mûrement. Heureusement, le large guidon aide à la manœuvre et le centre de gravité reste placé assez bas. Le bicylindre de 998 cm3 offre toujours ses 95 chevaux, ce qui ne le rend pas éligible à une version jeune permis, et sa montée en régime reste très coupleuse, avec une plage d'utilisation idéale située entre 2000 et 4000 tours minute. Attention à bien rester sur un filet de gaz pour les manœuvres à basse vitesse pour ne pas se faire emmener, mais l'accélérateur électronique est bien calibré et ne réserve pas de mauvaises surprises. À bord, la vie est souple, très confortable. Les grands débattements de suspension couplés aux 2 disques de frein de 310 mm très efficaces provoquent des transferts de masse auxquels on est bien habitué sur les trails. Entre le moteur et la partie cycle, on pourrait dire de l'Africa Twin Adventure Sport qu'elle a un comportement élastique. Cela participe d'ailleurs à l'envie qu'on a de sortir des sentiers battus. Nous en sommes sortis et on vous livre en live nos impressions de conduite. Alors on est dans les environs de Lyon, comme d'habitude, c'est le concessionnaire lyonnais Honda Moto Lyon qui nous a passé cette bécane, cette Africa Twin Adventure Sport, et on va essayer d'aller rouler sur des petits chemins un peu chaotiques. Donc le demi-tour se fait assez facilement avec un bon rayon de braquage, c'est déjà un bon point. Les 253 kg de cette Adventure Sport se font un peu sentir. Je me suis mis en mode DCT, c'est-à-dire que je ne commande pas les vitesses à la main ou au pied. Je commande les vitesses, c'est le mode automatique.
rappelle que c'est une automatique, alors il y a un frein à main sur cette automatique. Il y a beaucoup d'options, il y a notamment des poignées chauffantes qui en cette saison sont précieuses aides. Et puis, eh bien, en mode tout-terrain, vraiment elle est facile à diriger, même quand on désactive le traction control, on n'est pas surpris par la puissance qui arrive progressivement. Il y a quand même un peu plus de 95 chevaux dans ce bicylindre en ligne de 998 cm3. Voilà, là on va déraper un petit peu, on va mettre un petit peu de gaz. Hein. Allez, c'est parti. On va déraper un peu. En tout cas, la moto reste saine. La tenue cap est assez facile à contrôler, le freinage est assez progressif. Voilà, qu'elle est assez souple à la conduite, elle est souple en moteur et elle est souple en suspension également. Vraiment, il y a du très bon travail du monoamortisseur d'origine et la fourche est très souple aussi. On sent les transferts de masse au freinage. Le mode DCT se prête plutôt pas mal au tout-terrain. Voilà pour l'aventure tout-terrain, très faisable, pour peu que l'on désactive les assistances de motricité, sinon c'est un peu trop invasif. Sur la route, la roue avant de 21 pouces ne nuit pas à la précision de la moto en action et garantit même une certaine stabilité. Mais l'agilité s'en ressent un peu et l'aide du frein arrière n'est pas de trop pour ajuster les trajectoires. On est plutôt bien protégé avec la haute bulle et le double embrayage permet de passer les rapports en toute tranquillité. On apprécie aussi le tableau de bord digital très complet, même s'il est vraiment plus lisible dans des conditions nocturnes qu'en plein jour. Au final, cette aventure sport 30e anniversaire, comme c'est indiqué sur le réservoir, fait honneur à son inspiratrice avec des qualités héritées de l'actuelle Africa Twin, très bien née, et à laquelle Honda a ajouté quelques accessoires tout-terrain qui ne font pas que donner une impression de tout-terrain, mais qui lui donnent de vraies dispositions off-road. Il faut simplement bien prendre le temps de savoir quel réglage électronique vous convient, afin de l'adapter à vos goûts et à votre gabarit, et savoir si vous préférez opter pour la version DCT à double embrayage pour 1000 € de plus. On reste chez Honda pour la partie MotoGP assurée par Michel Turcot qui est allé à la rencontre d'Hervé Poncharal puisque l'actualité c'est les blessures des pilotes Honda. Marquez s'est fait opérer de l'épaule et Lorenzo s'est blessé. Donc les deux pilotes officiels Honda sont sur le flanc. Donc Michel a demandé à Hervé si ce cas de figure lui était déjà arrivé. Donc on est dans le bureau d'Hervé Poncharal, patron de l'équipe Tech 3. Hervé, tu as une longue expérience des Grands Prix, bien évidemment. Dans quelle mesure tu penses que ces blessures des pilotes Honda peuvent affecter le développement de la nouvelle RCV ? Je vais te faire une réponse un peu de Normand, parce que c'est évident que d'avoir des pilotes qui ne sont pas au top de leur condition physique et qui ne sont pas capables de pousser la moto dans ces derniers retranchements, on ne peut pas avoir la même qualité d'information que si jamais tu es en pleine possession de tes moyens. Jorge Lorenzo ne sera pas à ses pang, donc lui de toute façon input et retour d'information zéro. Je pense que Marc, il y a certainement un petit peu de guerre psychologique et de profil un petit peu humble par rapport à sa blessure. Je suis persuadé qu'il est mieux qu'il le dit. Ils ont quand même eu la chance de faire 2 jours à Valence et 2 jours à Jerez avant l'interdiction d'essai qui a couru sur décembre-janvier. Donc de toute façon, ils avaient déjà emmagasiné pas mal d'informations. Je pense aussi que le service course HRC avait anticipé le fait que Marc ne serait pas au top pour les premiers essais de septembre, puisque cette opération était prévue quand même de longue date. Donc ils ont la chance aussi de pouvoir compter sur un pilote d'essai qui fait vraiment du bon boulot, même si jamais il est un petit peu en deçà au niveau des chronos, qui s'appelle Stéphane Bradel. Alors pour moi, le handicap technique est relativement peu important. Je suis persuadé qu'ils ont déjà quand même bien dégrossi tout un tas de paramètres. Lorenzo a roulé très vite à Jerez, de même que Marquez. On a eu la chance d'avoir des conditions superbes au niveau météo. Donc les 2 jours de test de Jerez ont vraiment été, je pense, intensément utilisés et à bon escient.
Bon, c'est vrai aussi que la Honda l'an dernier était plutôt aboutie, contrairement aux années précédentes où il y a eu des problèmes de configuration moteur. Là, donc il ne va pas y avoir a priori des changements radicaux parce qu'on sait qu'avec la nouvelle, la législation qui est en place depuis quelques années, un moteur, quand il est choisi au premier Grand Prix, on ne peut plus le changer. En tout cas, on ne peut plus changer ses spécifications jusqu'à la fin de l'année. On a vu Suzuki qui a galéré, Yamaha aussi en 2018. Donc il ne faut pas faire d'erreur. Il ne faut pas faire d'erreur, mais encore une fois, on est là face à une équipe qui est ultra chevronnée, qui a une énorme expérience. Marc Marquez est quelqu'un qui, non seulement en tant que pilote, mais c'est quelqu'un de très très intelligent, qui sait exactement ce qu'il veut. Je suis persuadé qu'ils ont, sur les dernières courses, essayé pas mal de configurations différentes. Nakagami, en tant que pilote japonais, a aussi participé, je pense, au dégrossissement et au déblaiement de toutes les possibilités qu'il y avait. Et pour en avoir un petit peu discuté avec Marquez sur la fin de saison, je pense qu'ils étaient déjà sur une très 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 bonne base après les derniers essais de GRS. Quoi qu'il en soit, attaquer une saison en n'étant pas à 100%, c'est jamais bon. Je me souviens d'Olivier Jacques et ses débuts en 500 qui se blesse à Sepang. Ça l'a pénalisé toute l'année. Ça, c'est évident que de toute façon, on a vu le niveau d'implication physique qu'il faut pour amener une MotoGP au bout de son potentiel. On a vu la grille qui est excessivement serrée, des fois on se bat au millième près. Donc le fait que les deux pilotes vedettes de chez Honda, Lorenzo, Marc Marquez, et le meilleur pilote indépendant de chez Honda, Karl Crutchlow, soient blessés, c'est de toute façon un handicap. Maintenant, là on parle d'être à 100% pour les premiers essais de Sepang. Ils n'y seront pas. Mais ils ont quand même la capacité, à mon avis, avec Marc et Cal, parce que je suis persuadé que Cal va rouler, plus Nakagami, de bien travailler à Sepang. La séance suivante au Qatar, ils seront de toute façon mieux physiquement. Et puis maintenant, on a des saisons qui font 19 courses. Donc je ne vois pas Marc se contenter de finir un top 5 au Qatar. Mais même s'il finissait top 5 au Qatar, le championnat serait loin d'être bouclé pour eux. Et ils savent, et Marc et Lorenzo mieux que quiconque, qu'un championnat, ça se gagne aussi à la régularité. Sans concession, ça se passe chez les concessionnaires. Alors, pas ici, avenue de la Grande Armée, on est toujours sur l'avenue de la moto, mais de l'autre côté du périph', on est allé à la rencontre de Guillaume Tirard, concessionnaire Royal Enfield, qui nous explique l'essor de la marque avec l'arrivée des bicylindres. C'est un sujet une nouvelle fois réalisé par notre partenaire Motor One Ride. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors on est dans le concept store de la marque Royal Enfield qu'on a inauguré en 2015, qui est le store à l'image de la marque. C'est le même store dans le monde entier, qu'on retrouve en Inde, en Amérique du Sud, en Australie aussi. Enfin, dans le monde entier, il y a des stores comme ici. Quelle est l'origine de la marque Royal Enfield? L'origine, elle est anglaise. Elle est anglaise, 1901. Donc, ce qui fait la marque de moto la plus ancienne du monde. Et surtout, il n'y a jamais eu vraiment de coupure dans la production. C'est assez beau comme histoire. Aujourd'hui, c'est une marque indienne? C'est une marque indienne, ouais. Ça a été racheté par le groupe Escher en 2001 et c'est en 2009 qu'ils ont vraiment accéléré en introduisant un nouveau moteur moderne, Euro 3, fiable. Alors on est 10 ans plus tard, on est en 2019 et là c'est encore un nouvel élan qu'insuffle Royal Enfield avec des bicylindres. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On passe du mono au bicylindre, donc on s'adresse désormais à beaucoup plus de monde. On sort un peu de la niche, on sort du gros mono longue course, culbuté, une moto plus polyvalente, plus puissante, plus facile, plus moderne aussi. On passe à une nouvelle génération de mécanique. Tu es assis sur un de ces bicylindres, c'est la nouvelle Interceptor. Il y a aussi la Continental GT. C'est des motos qui vont être accessibles en termes de tarifs aussi. Leur devise, c'est Pure Motorcycling. Ils aiment bien aller à contre-courant un peu de tout ce qui se fait. Donc aujourd'hui, c'est la course à la puissance, c'est la course à la technologie, c'est la course au prix. Eux, non, ils sont plutôt sur le contre-pied de dire nous, on va faire des motos simples, faciles, accessibles, sans pour autant rogner sur le plaisir de conduire.
Alors toi Guillaume, tu reviens tout juste d'Inde, tu y as passé presque un mois et tu as eu l'occasion de l'essayer ce bicylindre. Tout à fait, oui. J'ai fait quelques kilomètres avec une Continental GT 650 sur les routes de Goa. C'est pas les mêmes routes qu'ici, donc on peut pas tester tout le potentiel de la moto parce que il y a des trucs qui traversent la route tout le temps, donc c'est pas évident, mais en tout cas j'ai quand même bien ressenti la moto. Elle est parfaite, elle est équilibrée en termes de châssis, de partie cycle, elle est saine, elle est facile. Soutien du couple, elle est très souple, elle vibre pas du tout, mais ni à bas ni à haut régime. C'est assez étonnant, surtout que nous on a l'habitude de motos assez rustiques, on va dire. Le gros mono longue course culbuté, des Bullettes ou même des Continental GT d'avant. Là, on est sur une moto plus moderne. Et elle va se prêter à la préparation parce que Royal Enfield s'est associé à pas mal de préparateurs, prend à bras le corps toute cette nouvelle tendance vintage de préparation avec des pièces et des préparateurs reconnus. Oui, donc Royal Enfield surfe sur la culture custom. C'est le côté simple de la moto, facile à personnaliser, cette culture café racer où on modifie soi-même sa moto. On a déjà pas mal de précommandes, on a vu pas mal de gens arriver pour venir voir cette moto. On a fait des salons aussi, donc on a un aperçu de la nouvelle clientèle et on connaît l'ancienne. Alors il y en a pas mal qui sont les mêmes. Il y a pas mal de gens à qui j'ai déjà vendu des classiques qui vont rouler en Interceptor. Mais je pense qu'on va gagner des nouveaux clients qu'on n'avait pas avant. Voilà, des gens qui n'osaient pas peut-être rouler en mono, parce que le mono, par son architecture, ça la rend assez exclusive. Merci Guillaume, et puis on a hâte d'essayer cette moto. Elle arrive quand? Alors on va recevoir une moto de démo a priori fin janvier, donc là très vite, et les motos pour les clients après en février. Voilà, c'est terminé pour ce sans concession un peu spécial consacré à nos partenaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un sans concession où on parlera de l'Enduropal du Touquet. Salut à tous et à la semaine prochaine.